Bonjour, bonjour à tous. Et si la RDC devenait une superpuissance en Afrique et dans le monde? C'est la thèse défendue par notre invité, notre grand invité de l'économie que j'ai le plaisir de recevoir en compagnie de ma camarade de Jeune Afrique, Aurélie Mbida. Bonjour Aurélie. Bonjour Bruno, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison. De même, il revient tout juste de Pékin où il participait au sommet Chine-Afrique. Bonjour Junior Mbouyi. Bonjour Bruno Faure, bonjour Aurélie Bida. Un grand merci de passer dans les studios de RFI pour cette discussion où l'on abordera tous les sujets qui vous concernent et vous intéressent. On vous présente comme un expert en finance et en stratégie. Vous êtes depuis quelques années à la tête de JPG Consulting Partners. Je ne vais pas plus loin parce que c'est Aurélie qui retrace à présent votre parcours entre Kinshasa et Paris. Alors Junior Mbouyi, financier congolais à la carrière plutôt internationale. Je ne crois pas mentir si je dis que vous aspirez à devenir une figure dans le paysage économique de la République démocratique du Congo également. Une figure de l'ombre, certes, puisque vous conseillez les grandes banques d'Europe et d'ailleurs, mais aussi une certaine lumière, puisqu'on va y revenir. Vous avez écrit récemment un essai dans lequel vous portez un regard très vif sur votre pays d'origine. Vous êtes en effet né à Kinshasa en 1978. Vous quittez la RDC à l'âge de 5 ans pour vous installer en France avec votre famille à Champigny-sur-Marne, en région parisienne. Pour ceux qui ne connaissent pas, Champigny-sur-Marne, c'est le fief de Georges Marchais, ancien baron du Parti communiste français, aujourd'hui décédé. Et d'ailleurs, vous avez été imprégné de cette ambiance politique puisque vous avez milité vous-même dans votre jeunesse au sein du Parti communiste. Oui, tout à fait. Je suis moi-même en fait un ancien de la jeunesse communiste campinoise, parce que je suis originaire de Champigny, comme vous l'avez signalé. Et donc j'ai pu effectivement, au travers de cette ville, m'engager dans les actions à l'époque pour le développement et puis participer aussi à des actions au niveau de la ville. Plutôt au moment où le Parti communiste commençait à décliner. Oui, tout à fait. Mon âge, effectivement, à cette époque, le Parti communiste a été vraiment en déclin à ce moment-là. Faut savoir aussi que ma ville a été pendant très longtemps côté communiste, et puis donc elle a basculé récemment, il y a à peine 10 ans maintenant, à droite, on va dire. Et c'est vrai que dans ma jeunesse, j'ai eu vraiment pris part à ces actions qui ont forgé ma mentalité, mon caractère, qui font partie aujourd'hui de ma personne. Vous en gardez des choses aujourd'hui dans votre métier de financier. Alors, ce sont deux mondes qui sont diamétralement opposés, c'est sûr, mais je pense que certaines valeurs, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, sont utiles, et notamment dans la finance internationale, qui, si vous voulez, est un monde un peu, aujourd'hui, de capitalisme. Ça fait pas de mal d'avoir aussi un petit peu certaines valeurs aujourd'hui qui sont nécessaires. Quand on voit les différentes crises mondiales qu'on a eues ces 25 dernières années, ça interroge. Effectivement, des préceptes du communisme au business, il n'y a pas qu'un pas, mais vous les franchissez tout de même, puisque c'est en France que vous vous formez. Vous avez obtenu un DESS en commerce international à l'Université Paris 4, un MBA. Vous entamez ensuite une carrière dans la régulation financière, travaillant pour de grandes banques françaises et internationales. En 2018, vous avez 40 ans, vous décidez de lancer votre propre entreprise spécialisée dans la gestion des risques financiers. Vous accompagnez des banques sur plusieurs continents. Et donc, vous avez décidé de parcourir le monde. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de s'ouvrir à l'international ? Votre enfance, alors je dirais imagine. Il y a effectivement mon enfance, originaire de Champigny. Donc moi je suis Et de RDC. né en RDC. Donc mes parents ont quitté la RDC donc en début des années 80. Donc on s'est installé donc en France, comme vous l'avez signalé. Donc déjà une première étape dans cette internationalisation, puisque découverte de nouveaux pays, de nouvelles cultures, de nouvelles perspectives aussi. Et puis par la suite, donc ma carrière m'a conduit en fait par rapport aux établissements bancaires que j'ai pu accompagner à voyager un petit peu à travers le monde et réaliser des missions autour des problématiques financières dans les 5 continents. Et aujourd'hui, vous côtoyez beaucoup d'Africains d'origine comme vous qui travaillent à l'international, qui ont été formés pour certains en France, d'autres aux États-Unis. Vous diriez qu'il y a une génération d'Africains qui ont décidé
de s'épanouir à l'international? Oui, je pense qu'effectivement, faire partie d'une nouvelle classe, d'une nouvelle génération en fait, de personnes qui ont eu l'opportunité de pouvoir grandir, que ce soit en Europe ou en Amérique ou voire ailleurs, être formés dans les meilleures institutions scolaires, acquérir des bagages, quels qu'ils soient, et puis mettre à profit cette expérience, ces expertises en fait, au travers de leur métier, mais aussi au travers du continent, puisqu'on voit qu'il y a maintenant un courant de plus en plus fort où cette diaspora en fait commence à vouloir s'investir sur le continent et à rentrer, réaliser des activités économiques, créer de l'emploi, créer des entreprises. Et donc je m'inscris aussi dans ce concept-là aujourd'hui. Voilà, en tout cas, vous ne perdez pas de vue la RDC, votre RDC, du moins celle que vous fantasmez à travers votre livre Une superpuissance africaine en devenir. Junior Mbouyi, vous partagez une vision ambitieuse pour ce géant d'Afrique centrale. Vous plaidez pour une réforme profonde du système bancaire congolais, votre dada. Vous le jugez mal adapté aux défis économiques contemporains. Pour vous, la RDC ne pourra se développer qu'en mettant en place des institutions financières capables de se conformer aux standards internationaux, de sécuriser les investissements étrangers, tout en favorisant bien sûr la croissance des PME africaines et locales. Vous pensez vraiment être utile, en tout cas, qu'est-ce que vous pensez apporter à votre pays et à votre continent? Il y a plein d'acteurs différents. Vous, vous êtes dans la finance, vous écrivez des livres, vous participez à des conférences. Quelle est votre valeur ajoutée? Alors moi, ce que je dis effectivement, et c'est la thèse que je soutiens dans mon livre, j'ai eu l'opportunité, la chance d'avoir une carrière aujourd'hui internationale. Et cette carrière m'a conduit en fait dans les 5 continents. Ça m'a permis également d'observer les grands mouvements, ce qui se passe dans les différents continents. Et en écrivant cet essai, j'ai essayé de prendre la focale vraiment la plus large possible, à la fois basée sur mon expérience professionnelle, mais aussi sur les événements, les données économiques que j'ai pu constater. Et quand on voit aujourd'hui, depuis, comme je le disais tout à l'heure, ces 25 dernières années, on a assisté à une recrudescence de crise financière et économique mondiale. On part depuis la crise, par exemple, des subprimes aux États-Unis. Il y a eu la crise des lettres grecques également. On a eu également la crise Covid qui est arrivée récemment. Et tous ces éléments font qu'aujourd'hui, le monde et l'Afrique aujourd'hui, dans le contexte actuel, doit pouvoir s'armer, se préparer si elle veut demain pouvoir intervenir dans les marchés boursiers et financiers mondiaux. Et mon expertise aujourd'hui me permet effectivement, au regard de ce que je fais avec les banques internationales, d'apporter, si on fait appel à moi, ma pierre à l'édifice et de conseiller effectivement les banques africaines sur ces sujets-là. Alors, Junior Mbouyi, vous vous adressez également à la diaspora congolaise, que vous voyez comme un moteur essentiel du développement du pays, convaincu que la République démocratique du Congo dispose des ressources humaines, des ressources naturelles, pour devenir une superpuissance africaine. Vous appelez d'ailleurs les Congolais de l'étranger à participer activement à la reconstruction de leur pays. Votre engagement s'étend aussi au-delà des affaires, notamment par des actions philanthropiques et des initiatives visant à former, à éduquer la jeunesse congolaise, que vous considérez comme le véritable pilier du futur économique de la RDC. Quand la RDC s'éveillera, c'est le sous-titre de votre premier ouvrage, mais c'est aussi à cette question que nous allons tenter de répondre avec vous tout au long de l'émission. La finance en Afrique, le développement de la République démocratique du Congo, les relations avec la Chine, avec les autres grandes puissances, le conflit aussi entre la RDC et le Rwanda, bien d'autres sujets. Junior Mbouyi, fondateur de JPG Consulting Partners et auteur de cet ouvrage, Une superpuissance africaine en devenir quand la RDC s'éveillera. Ouvrage paru aux éditions de l'Aube. Il est notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Un entretien à retrouver en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI, rubrique Les invités de l'économie, et à lire aussi dans les colonnes de Jeune Afrique sur jeuneafrique.com. D'abord donc, votre actualité la plus proche, Junior Mbouyi. Vous arrivez de Chine, où vous avez fait partie de la délégation congolaise lors du FOCAC, le sommet Chine-Afrique. Avant de parler plus spécifiquement de cette relation en particulier, quel est votre sentiment en tant que Français d'origine congolaise sur
ce que vous avez vu, ce que vous avez observé dans les rues chinoises, dans la vie courante chinoise de la deuxième puissance économique mondiale, peut-être bientôt la première. Alors effectivement, donc j'ai été membre de la délégation. Je me suis rendu donc en Chine dernièrement. Et pour faire juste un petit rappel historique, donc moi j'ai étudié la Chine dans mes années collège. Et donc on qualifiait la Chine à l'époque d'un pays en voie de développement. Et je dois vous dire que je fus agréablement surpris de ce que j'ai pu voir sur place. Donc 30 ans plus tard, hein, j'ai découvert un pays structuré. J'ai découvert un pays doté d'infrastructures remarquables, un pays organisé. Et donc, il y a deux mondes en fait aujourd'hui qui séparent la Chine d'il y a 30 ans et la Chine d'aujourd'hui. Et j'en ai fait le constat en travers de mes pérégrinations hein, dans le pays, puisque je me suis rendu dans différentes villes, à Shanghai, à Shenzhen, à Guangzhou. On voit que la Chine a évolué, on voit que la Chine vraiment est un pays qui aujourd'hui a su faire de ses faiblesses. Même s'il y a des crises actuellement, il y a une crise dans l'immobilier par exemple. Il y a une crise dans l'immobilier, il y a une crise bancaire également en Chine récemment, mais on voit qu'ils ont cette capacité de résilience et cette capacité d'adaptation et de résoudre en fait les problématiques qu'ils rencontrent avec une vitesse qui est juste remarquable. Si l'on en vient concrètement aux conclusions du sommet Chine-Afrique, qui a donc réuni le président Xi Jinping et des dizaines de chefs d'État africains, dont le président Félix Tshisekedi, vous étiez dans la délégation congolaise. Qu'avez-vous obtenu, qu'avez-vous observé? Ça s'est passé comment? Alors, ce qu'on a pu observer, effectivement, et les conclusions qu'on peut dire au regard de ce sommet, il faut l'analyser en fait sur deux angles. Il y a un angle qui est plutôt géopolitique et géostratégique, où là, la Chine, comme on le sait, n'a pas d'empire colonial au niveau de l'Afrique. C'est plutôt réparti au niveau de l'Europe et avec une présence forte des Américains. Et sur cet axe géopolitique, en fait, la firme a une volonté d'affirmer hein, effectivement ses partenariats avec les pays africains. La Chine, quand on regarde, est de plus en plus omniprésente. Mais au-delà de ça, on voit que l'apport en fait de la Chine sur le continent permet effectivement un certain développement économique. Donc, on a ce qu'on peut observer également, c'est que sur les investissements massifs chinois, ils vont accompagner ce développement. La Chine a promis dans les 3 prochaines années d'investir 50 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien, 50 milliards d'euros. Donc, elle a marqué des points au regard effectivement de l'Europe. On a une diplomatie et des relations avec... On va y revenir. Rapidement sur les promesses chinoises, il y a donc ces 50 milliards d'euros, cet argent qui a été promis par le président Xi Jinping, et plus largement la promesse d'un rapprochement, y compris d'un point de vue stratégique. On écoute quelques secondes le discours du numéro 1 chinois. 中非关系正处于历史最好时期，面向未来，我提议将中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面。 Les relations sino-africaines traversent actuellement leur meilleure période de l'histoire. Vous êtes d'accord? Je confirme, effectivement, la Chine... Malgré les problèmes, il y a quand même des problèmes. Alors, il y a effectivement des problèmes, hein, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, la volonté de la Chine est de renouveler effectivement son approche au niveau de ses investissements en Afrique et à élever, comme l'a signalé le président chinois, il veut faire de ces relations des relations hautement stratégiques. Pourquoi? Parce que la Chine est très demandeuse et très consommatrice en fait des ressources naturelles qui sont en provenance du continent africain, et donc de facto, je pense que l'Afrique est un partenaire aujourd'hui inéluctable pour la Chine. Donc il est tout à fait normal aujourd'hui de la réaction de la Chine de vouloir s'investir un peu plus en Afrique et d'harmoniser en fait ces relations. Donc il y a un changement de discours au niveau mondial. Exit l'Europe, exit les États-Unis. La Chine a gagné le cœur du continent africain. Ce que je dirais, c'est que il faut le regarder plutôt dans un axe où la Chine aujourd'hui est demandeuse des ressources naturelles, comme je le disais, de l'Afrique. Maintenant, d'un point de vue géopolitique, il faut comprendre que l'Europe et les États-Unis sont englués dans ce conflit russo-ukrainien, ce qui fait qu'aujourd'hui la Chine
a un petit peu quartier libre quelque part pour venir investir massivement en Afrique pendant que l'Europe et la Chine et les États-Unis sont détournés en fait de la Chine qui vient aujourd'hui investir massivement. Et c'est une stratégie aussi pour l'Afrique en ce moment de se rapprocher des pays émergents. Voilà la force des BRICS, parmi lesquels plusieurs pays africains sont présents désormais. Je pense qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, hein, Wally, on assiste vraiment à un changement de paradigme. On voit qu'on était dans une époque post-Seconde Guerre mondiale, sur une bipolarité du monde, hein, où s'affrontaient vraiment deux grands blocs, les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre. Et aujourd'hui, on est vraiment sur une multipolarité où on a ce paradigme qui bouge, on a les États qui essaient de se regrouper dans notamment les BRICS avec des mises en place de confédérations régionales. Et ça, en fait qu'aujourd'hui, le monde a changé. Et je pense que l'enjeu de tout ça, c'est de voir comment les pays africains vont pouvoir tirer leur épingle du jeu dans cette nouvelle réorganisation mondiale. Et tirer son épingle du jeu, ça peut être aussi au travers des grandes institutions, des grandes organisations mondiales, comme l'ONU, avec la question qui va être au cœur des prochaines assemblées générales, la question des sièges africains au sein du Conseil de sécurité. Ça vous inspire une réflexion en particulier ? Je pense que, comme je le disais, hein, le paradigme a changé. La question d'un siège d'un État africain au sein du Conseil de sécurité est tout à fait légitime aujourd'hui. Figurez-vous que quand vous regardez les grandes thématiques qui sont abordées dans ce Conseil de sécurité, 70% de ces thématiques portent sur les problématiques africaines. 70%. Donc, avec ce niveau, je pense qu'il est tout à fait légitime que l'Afrique ait un siège permanent au Conseil de sécurité. Et d'ailleurs, il faut signaler que la Chine milite pour que l'Afrique ait un siège dans ce Conseil de sécurité. La diplomatie au service, notamment de l'économie. Si on revient justement à la Chine, on voit que le montant des prêts chinois accordés à l'Afrique a quand même beaucoup baissé ces dernières années. Ça, c'est aussi quand même le signe, non pas forcément d'une défiance, mais enfin en tout cas de freins qui sont apportés à cette relation. Alors, il faut savoir que la Chine, sur ces dernières années, a connu un ralentissement de sa croissance économique. On a eu la Chine pendant des décennies qui a enregistré des taux de croissance à 2 chiffres. Sur ces dernières années, ces chiffres ont baissé. Donc, de facto, les prêts octroyés par la Chine ont été en baisse, hein, puisque si on prend les chiffres, entre 2016 et 2018, on était à 16 milliards d'investissements chinois. Et là, on voit qu'avec ce nouveau sommet du FOCAC, la Chine veut lancer une nouvelle impulsion, puisqu'elle promet effectivement d'investir 50 milliards d'euros dans les 3 prochaines années, mais il faut être prudent dans cette analyse, parce que sur ces 50 milliards qui vont être investis, la moitié vont effectivement aller directement dans les prêts qui seront consentis aux États africains. Donc aujourd'hui, il y a quand même une balance commerciale qui est déficitaire, hein, entre l'Afrique et la Chine. Donc l'Afrique doit, bien entendu, bénéficier de ces capitaux, mais il faut que ce soit dans des partenariats et des échanges qui soient gagnant-gagnant, qui apportent aux deux parties. Mais toutefois, il faut rester dans une certaine prudence et surtout ne pas basculer en fait d'une ancienne tutelle, vers une nouvelle tutelle avec les relations économiques chino-afrique. Donc vous dites quand même 2024 est un redémarrage. Tout à fait, c'est une volonté en tout cas qui est exprimée de redémarrage des relations et des fondamentaux entre l'Afrique et la Chine, et qui devrait permettre, je pense, aux deux parties de pouvoir relancer leurs économies respectives. Aurélie. Alors vous disiez la Chine a encore besoin des matières premières africaines. Junior Mbouyi, la RDC possède des minerais essentiels pour les technologies du futur. Les batteries électriques, les smartphones ont besoin de cobalt, de lithium qui sont produits, qui sont en tout cas dans le sous-sol congolais. Quelle stratégie le pays devrait adopter selon vous pour maximiser la valeur de ces ressources, d'ailleurs qu'on a du mal à évaluer, et puis préserver les intérêts du pays, les intérêts nationaux? Alors, c'est un point intéressant que vous soulevez. La RDC, c'est un pays qui regorge en fait de toutes les matières premières stratégiques dans son sous-sol, hein, puisque quand on fait référence aux batteries de véhicules, aux téléphones cellulaires qu'on a tous aujourd'hui, sont le reflet quelque part en fait des produits qui viennent de la RDC et aussi fabriqués en Chine derrière.
Alors, il y a deux volets qu'il faut regarder. Le premier étant, pour que la RDC puisse maîtriser effectivement cette chaîne de production et avoir une économie prospère liée à ces matières premières, elle doit tout d'abord en fait gérer un point qui est important, c'est le conflit qui est à l'est de la RDC. Et comme Cheikh Anta Diop le dit souvent, en fait, pour qu'il y ait du développement économique, il faut qu'il y ait de la sécurité. Donc ensuite, il faut que la RDC fasse de l'économie inclusive, c'est-à-dire qu'il faut qu'on exploite les matières premières au niveau local. Il faut que ces matières premières au niveau local soient transformées localement et ensuite exportées et vendues dans le monde en fait. Pourquoi? Parce que ça va créer de la chaîne de valeur, ça va créer en fait de la richesse pour le gouvernement, puisque quand ces produits sont transformés, leur valeur va augmenter potentiellement, ils vont pouvoir être mieux revendus et ça va en fait développer en fait de la croissance économique. Il faut aussi, dans cette chaîne de valeur, inclure des partenaires. On sait qu'en RDC en particulier, la Chine est un grand partenaire pour les ressources minières. Mais à votre avis, comment le pays pourrait rééquilibrer ces partenariats pour les diversifier en termes de pays, en termes d'investisseurs, qu'il y en ait davantage? On a tous en tête ce fameux contrat du siècle. siècle. Il y a eu le fameux contrat du siècle qui d'ailleurs a fait l'objet d'une renégociation il y a maintenant un an et demi à peu près, où le président Tshisekedi s'est rendu justement à la rencontre du président chinois pour revoir les modalités de ce contrat, de façon à ce que les termes qui avaient été prévus à l'échange soient revus. Et en l'occurrence, la Chine avait promis, dans le cadre de ce contrat, un apport en termes de réalisation d'infrastructures au niveau du pays. Et pour cela, en fait, je pense qu'il faut qu'il y ait des deux côtés des organes, des instances de contrôle qui soient mises en place pour veiller à ce que les termes du contrat soient bien réalisés et bénéfiques aux deux parties, comme cela a été prévu initialement. Et les autres partenaires, la diversification? Alors, pour ça, ce que je dis, c'est que la RDC doit faire des efforts, comme je pense la plupart des pays africains, pour inciter à ce que les investissements directs étrangers viennent de manière massive. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut développer des industries locales fortes, car plus vous allez développer des industries locales fortes, plus vous allez avoir des entreprises qui sont leaders dans le pays, dans le domaine, ça va attirer effectivement ces IDE, ça va attirer l'attrait de grandes entreprises, et donc forcément on va avoir une multiplication et une diversification dans les investissements internationaux. Alors le secteur des mines, c'est une chose. Autre secteur, autre configuration, les hydrocarbures, le pétrole et le gaz. Et là, la situation est un peu plus difficile pour la RDC, avec des appels d'offres pétroliers en 2023 qui n'ont pas trouvé preneur. Qu'est-ce qu'il faut changer pour que la RDC soit attractive par rapport aux autres pays pétroliers du continent? Alors, je pense qu'il faut déjà essayer d'améliorer le climat des affaires. Il faut sécuriser l'investissement étranger, il faut rendre le pays attractif, il faut regarder certains modèles, quand on voit par exemple sur l'Amérique latine où ils ont créé notamment des zones de libre-échange qui permettent justement l'attraction en fait, d'entreprises étrangères. Donc plus on va consentir des efforts au niveau du climat des affaires, plus le pays va être attractif en fait. C'est ça qui n'a pas fonctionné Je pense que ça fait partie des éléments qui ont fait que qu'il y a un retard en fait qui évite à ce que la RDC se lance et que les investisseurs étrangers viennent massivement. Donc la sécurisation du climat des affaires est un élément indispensable pour pouvoir justement avoir ce retour sur investissement. Le climat des affaires, la corruption aussi, c'est un mot assez commun qu'on retrouve en tout cas dans le secteur minier extractif en général. Ça reste un obstacle majeur au développement. Selon vous, il faudrait faire quoi? Quelles réformes on devrait mettre en place pour assainir en fait ce secteur stratégique? Alors après, la corruption, comme vous le dites, n'est pas quelque chose qui est propre à la RDC, on voit ça partout. Hein. Oui. Maintenant, je pense que le gouvernement a lancé des initiatives depuis l'arrivée au pouvoir du président Tshisekedi. Il y a des choses qui sont faites. Il y a une agence. On peut aller plus loin. Effectivement, il y a une agence spécialisée qui a été mise en place. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Donc je pense que ce qu'il faut, c'est tout d'abord, il faut effectivement mettre en place des directives. Et ça, ce sont des choses qui ont été mises en place. Et après, à partir de là, il faut suivre. Il faut regarder aussi les modèles internationaux. Qu'est-ce qui a été fait au niveau mondial pour justement aller dans ce sens-là. Et moi, j'aime bien citer aussi un exemple de pays qui est Singapour, qui a justement mis en place certaines politiques, parce que si on regarde dans les années 60, les pays des quatre dragons, dont Singapour, avait ce fléau de corruption. Donc je pense que plus la RDC va être un peu plus intransigeante dans les mesures qu'elle va mettre en place, ça va contribuer
à lutter effectivement contre la corruption et tout ce fléau en fait. Autre pays asiatique à très forte croissance ces dernières décennies qui est victime de sa corruption, c'est la Corée, par exemple. On voit que finalement rien n'est gagné. C'est un combat perpétuel en fait, hein. Donc ce fléau, comme vous le dites, il n'est pas propre qu'à la RDC, on le retrouve, comme vous l'avez dit, en Corée, et même en Europe aussi on le trouve sous certaines formes. Mais je pense que tout dépend des actions des pouvoirs publics, ce qui va être mis en place pour justement empêcher que la corruption prenne l'effet sur l'économie. Et quand on regarde l'analyse un peu plus profonde, effectivement, la corruption est un frein au développement économique. Donc c'est pour ça que les mesures, les organes de contrôle sont indispensables pour permettre justement de lutter contre ça. Mais vous nous dites que en RDC, il y a encore des choses à faire. Ce qui est fait jusqu'à présent n'est pas suffisant. Alors, ce que je dis, c'est effectivement, le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir il y a maintenant quelques années. Donc, il y a des initiatives qui ont été lancées. On ne peut pas, en l'espace de quelques années, éradiquer quelque chose qui est là depuis longtemps. Donc, je pense qu'il faut laisser le temps aussi au pouvoir de pouvoir s'organiser et de contribuer justement au développement du pays. Le chantier est vaste, certes, mais je pense qu'il faut laisser le temps au gouvernement de travailler. L'expert financier franco-congolais Junior Mbouyi est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. À présent, nous parlons des conséquences du conflit entre la RDC et le Rwanda, juste après ça. Indépendance. Le chanteur congolais Grand Calais, c'était en 1960, une date très importante pour le continent. Vous avez baigné vous-même, vous n'étiez pas né en 1960, mais vous avez baigné dans cette culture-là. Oui, tout à fait. Mes parents étaient donc fans de la rumba congolaise, donc dans l'héritage en fait qui nous m'a été transmis à moi et mes frères, l'héritage du Congo, donc ces chants de l'indépendance qui aujourd'hui est un élément important dans l'histoire du Congo, donc l'ancien Zaïre. Donc ça nous permet, si vous voulez, de pouvoir nous retrouver et de voir qu'est-ce qui s'est passé entre cette année-là et aujourd'hui. En fait. Alors l'un des intellectuels africains qui s'est engagé politiquement pour les indépendances fut le Sénégalais Cheikh Anta Diop. Il pensait que sans la sécurité sur le continent, il n'y aurait pas de développement. Bon, c'est une problématique en RDC avec les conséquences de ce conflit avec le pays voisin, le Rwanda. On va parler des aspects politique, géopolitique dans quelques instants, mais d'abord d'un point de vue économique. On sait que les conséquences sont très importantes. Comment cette région de l'Est de la RDC va pouvoir se relever ? Alors, c'est un vrai problème, hein, ce qui se passe en RDC maintenant depuis une vingtaine d'années. Il faut savoir que ce conflit qui est lié aux ressources minières stratégiques de la RDC sont des ressources naturelles dont le monde entier a besoin aujourd'hui, et d'autant plus qu'on est dans cette ère en fait, de transition écologique, quand on parle de cobalt, de coltan, tous ces minerais-là. Donc il y a une guerre qui est là, il y a une agression hein, dont la RDC subit de par les États voisins, hein, comme le disent les experts des Nations Unies qui ont reconnu effectivement qu'il y a un soutien de certaines nations au travers des milices du M23. Donc je pense qu'il faut aller vers un consensus au niveau régional. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas que la problématique qu'on a en RDC aujourd'hui ne concerne que la RDC. C'est une problématique africaine en tant que telle. Et donc je pense que les États africains doivent se réunir, même s'il y a eu des initiatives qui ont été lancées avec les accords de Nairobi, poursuivies avec les accords de Luanda. Mais il faut aller plus loin, il faut pousser effectivement à ce que les pays africains se regroupent et portent la thématique de la RDC, car ce pays est moteur pour toute la région et pour tout le continent. Aurélie Mbida de Jeune Afrique. Alors la France et la Belgique, vous faisiez référence à l'historique de ce conflit, jouent un rôle dans la gestion du conflit à l'est de la RDC. Comment évaluez-vous leur influence ? Est-ce que elle est perçue de manière positive ou intrusive ? Alors,
Il y a une historique qu'il faut pas négliger. Il faut savoir que la Belgique a été le pays qui a colonisé le royaume Congo à l'époque, hein, dont faisait partie donc la RDC, donc l'ancien Zaïre, et le Rwanda notamment. Donc la RDC a connu son indépendance en 1960, le Rwanda en 1962. Donc il y a eu une division, hein, de ces deux territoires. Et donc au regard de ça, je pense que la France euh, est attendue dans son discours en fait, au niveau de la RDC. Et d'ailleurs, lorsque le président Macron s'est déplacé en RDC il y a maintenant un an à peu près, les attentes étaient très fortes de la part en fait, de la population congolaise pour que la France joue vraiment un rôle de médiateur au sein Et choisisse son camp, c'est pas une question de choisir le camp, c'est non plutôt d'accompagner effectivement cette médiation entre le Rwanda et la RDC, sachant que les experts des Nations Unies ont mis en évidence qu'il y a des présences de troupes rwandaises en RDC et aussi une intervention de pays étrangers. Et donc, ce qu'attend la RDC, c'est vraiment que la France joue un rôle de médiateur dans le cadre de ce conflit. Et aujourd'hui, la Belgique, par exemple, reconnaît aussi qu'il y a eu effectivement de l'ingérence dans ce conflit-là. Donc je pense que la France et la Belgique ont tout intérêt à accompagner le processus de paix qui est en danger. Et quand on sait qu'il y a, par exemple, aujourd'hui une vraie perte de vitesse des relations diplomatiques entre la France et l'Afrique, je pense que le fait de jouer un rôle prépondérant dans cette médiation pourrait quelque part aussi redorer le blason de la France. Mais au-delà de l'histoire, le fait est que la France a des intérêts économiques très forts dans la région, et y compris au Rwanda, qui est une puissance émergente dans la région. Donc ça compte forcément dans l'esprit des autorités françaises, oui, et du président Macron. Tout à fait, ça compte effectivement par rapport aux intérêts que peut avoir la France dans ce pays, dans cette région. Mais je pense qu'accompagner le processus de paix sera bénéfique en fait pour les deux parties, parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, hein, on est dans un contexte multipolaire où on a des nouveaux blocs effectivement qui arrivent avec une présence très forte maintenant de la Russie, ou la Chine qui a manifesté sa volonté d'être aussi très présente. Donc pour pas que cette région, je pense, s'embrase un jour, je pense qu'il serait opportun, il serait intéressant que la France et aussi bien la Belgique accompagnent la RDC et le Rwanda dans un processus de paix. Junior Mbouyi, puisque l'on parle du développement de votre pays d'origine, la RDC, ce développement semble freiné par un manque d'infrastructures, de plusieurs infrastructures différentes. Quelles sont selon vous les priorités, s'il y en avait certaines? Est-ce qu'il faut faire là tout de suite des centrales électriques de grande ampleur? On sait qu'il y a des chantiers en cours, mais qui prennent un peu plus de temps que prévu. Voilà. Est-ce qu'il faut privilégier la connectivité, les routes? Est-ce qu'il faut privilégier les accès à la mer? Voilà. Quelle est la priorité selon vous? Moi, je dirais, pour bâtir déjà une grande nation, il faut qu'il y ait une nation qui soit éduquée. Donc la première priorité, c'est l'éducation pour moi, parce que sans éducation, il n'y a pas faire des écoles et payer des profs. Il n'y a pas de grande nation. Donc c'est-à-dire qu'il faut que l'État investisse massivement dans l'éducation, car c'est cette éducation qui va permettre effectivement au pays de sortir de son entre guillemets, de contexte de voie de développement. Et ensuite, bien entendu, il y a des secteurs stratégiques qu'il va falloir aussi sur lesquels investir, qui sont les infrastructures, raccorder les villes entre elles, la santé notamment, et puis assainir effectivement toute la partie finances publiques. La population congolaise, elle est en forte croissance. Vous parlez de la jeunesse, 100 millions de Congolais. 110 millions. 110 millions, et ça va encore grossir. Comment est-ce que le pays peut anticiper le boom démographique, ce fameux dosage entre l'offre et la demande? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, donc je pense que l'éducation est un point important dans ça. La RDC, à horizon 25 ans, c'est 200 à 240 millions d'habitants, donc 60% aura moins de 25 ans. Donc c'est une population qui est jeune, c'est une population qu'il faut éduquer, il faut donner de l'emploi. Et comment la RDC peut y arriver? L'un des points importants, ce sera d'accompagner la création d'entreprises, c'est-à-dire qu'il faut que le climat des affaires
soit effectivement propice à la création d'entreprises. Il faut... Justement, vers quels emplois, vers voilà, la jeunesse, le dynamisme de la jeunesse qui soit orienté. Les services, la finance, comme vous Alors, il y a la jeunesse congolaise, c'est une jeunesse qui est très dynamique. Et moi, je pense que le point de départ, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que la RDC regarde en fait ces secteurs stratégiques. En fait, à partir du moment où elle va identifier ces secteurs stratégiques, elle va pouvoir effectivement dire, ben voilà, sur tel secteur, on doit pouvoir développer en fait une activité économique et se mettre en relation avec le secteur éducatif pour qu'on mette en place des études qui soient liées au secteur où on va avoir des défaillances au niveau de l'emploi, favoriser la création d'entreprises dans ces secteurs-là et surtout, un point important, il faut aussi attirer, ce que je disais tout à l'heure, les investissements directs étrangers pour que les entreprises viennent s'y installer. Donc en améliorant le climat des affaires et on voit qu'avec les partenariats chinois qui vont arriver, ils ont promis de réaliser notamment plus d'1 million de créations d'emplois sur le continent africain de manière globale. Donc je pense que ce sont des initiatives sur lesquelles il faudra que la RDC s'inscrive pour pouvoir anticiper ce boom démographique. Et pourquoi pas aussi tirer parti de la francophonie économique. La RDC, c'est le plus grand pays francophone qu'on connaisse en raison du nombre d'habitants. Comment exploiter cet atout, enfin, comment cette caractéristique, on va dire, et quel rôle la France pourra-t-elle jouer dans le processus? Alors, la francophonie, effectivement, comme vous le savez, la RDC est aujourd'hui le premier pays francophone au monde. Donc il est important que, je pense que dans la politique française envers le continent africain, et notamment vers la RDC bouge un petit peu. La France est en perte de vitesse depuis maintenant quelques années. Et ce qu'attend l'Afrique, de manière générale, et ce qu'attend l'Afrique, c'est vraiment une redéfinition en fait des relations à la fois diplomatiques, commerciales et économiques avec le continent. Donc, je pense que la mise en place d'accords ou de partenariats, à l'image de ce que veulent faire la Chine en Afrique, gagnant-gagnant, où les deux parties vont y retrouver leur compte, et le modèle en fait, à suivre si on veut que cette francophonie en fait, économique puisse exister et puisse établir des liens. Le sommet de la francophonie sur le sol français, début octobre à Paris et à Villers-Cotterêts, aussi à la Cité internationale de la francophonie. Junior Mbouyi, vous connaissez personnellement le président Tshisekedi que l'on voit. J'ai eu à le rencontrer, oui, effectivement. Que l'on voit à l'image. Est-ce que vous le voyez réussir pour son nouveau mandat les nombreux paris qu'il s'est fixés? Alors, vous savez, la RDC, c'est un pays de... Il y a une usure du pouvoir ou pas? Non, ce que je peux vous dire, c'est que la RDC est un pays de véritable challenge. Et, le président est arrivé il y a maintenant quelques années avec un vrai chantier au niveau du pays en totale reconstruction. Donc je pense qu'il faut lui laisser le temps de travailler avec ses équipes. Moi, je ne suis pas même de juger effectivement ce que doit faire le président, mais il faut leur laisser le temps de travailler, de mettre en place effectivement tous les différents challenges. Et je pense qu'il faut souligner également la dernière action qu'il a prise en nommant une femme Premier ministre. Donc ça, c'est aussi une volonté de changement et je pense qu'il faut encourager dans ce sens-là. Junior Mbouyi, patron de JPG Consulting Partners, est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Nous poursuivons la discussion avec Aurélie Mbida. Donc, Junior Mbouyi, vous êtes un acteur de la finance internationale plutôt européenne, mais votre connaissance du marché financier congolais nous intéresse tout particulièrement. D'après vous, pourquoi aucune banque congolaise n'a réussi à s'imposer au niveau régional, contrairement par exemple à la dynamique kenyane ou nigériane? Alors aujourd'hui, c'est effectivement la RDC n'a pas de banque nationale congolaise, mais il y a des travaux en cours justement pour créer ce type de structure. Le marché bancaire congolais aujourd'hui est essentiellement constitué de banques étrangères qui s'y implantent. Ce sont des banques essentiellement de dépôt, quelque part. Et pour que justement ce secteur puisse se développer, les banques congolaises doivent développer effectivement une expertise sectorielle pour attirer effectivement de nouveaux clients et faire développer ce pays. Après, il y a la problématique de standards internationaux sur lesquels les banques devront effectivement faire face pour montrer au niveau déjà du pays, mais aussi au niveau mondial, qu'elles sont robustes, qu'elles sont solvables et qu'elles ont de la liquidité, tout comme le font aujourd'hui les banques internationales qui démontrent, au travers notamment des accords du comité de Bâle, leur résilience. Et je pense que c'est un élément sur lequel les banques congolaises et le système bancaire doivent travailler.
D'accord. Sur un sujet un peu annexe, le fait que la RDC était déclassée en liste grise par le régulateur international, affecte-t-il directement les transactions bancaires et la confiance des investisseurs? Oui, tout à fait. Donc la RDC, comme vous l'avez dit, a été déclassée dans la liste grise du GAFI, qui est le groupement d'action financière au niveau mondial. Donc les incidents sont la confiance, hein, parce que quelque part, quand vous avez un pays qui est déclassé dans cette liste, ça freine l'investissement étranger. Et donc si ça freine l'investissement étranger, quelque part, ça va avoir des impacts sur la croissance économique du pays. Et l'un des effets, c'est que quand vous avez des sociétés qui viennent s'y installer, notamment des multinationales, le coût des transactions sont élevés. Le fait qu'on soit déclassé dans cette liste grise. Maintenant, il y a une gouvernance qui a été mise en place. Donc c'est un processus qui est assez long. On a vu des pays qui sont comme le Mozambique qui sont entrés en liste grise mais qui ont fait des efforts et qui y sont arrivés. Moi je pense que la RDC, si elle mène les politiques comme cela a été défini avec le GAFI, pourra effectivement sortir de la liste grise. Mais c'est un point qui est effectivement aujourd'hui très important et qui risque d'être un véritable frein au développement de la RDC. On va continuer à parler finances. Quelques mots sur la question de la dette, la question de l'évaluation du risque en Afrique. Souvent très défavorable aux pays africains. Je voudrais que l'on écoute l'un des derniers invités ici à RFI, Serge-Éric Meignier, patron de Grassfields Ventures. Les notations prennent en compte très peu de critères finalement. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas la gouvernance. Le critère de la gouvernance n'est jamais mis en avant. Les données ne sont pas disponibles sur le continent africain. Donc, comment vous arrivez à connaître quels sont les besoins réels d'un continent ou d'un pays quand vous ne savez pas de façon précise combien de personnes y vivent, quelles sont leurs activités, etc. Ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que le continent africain, par exemple, possède à peu près 600 millions de personnes qui n'ont pas de carte d'identité. Dans certains endroits, c'est beaucoup plus. Donc, comment pouvez-vous, comme ça, vous lancer dans des projets où vous n'arrivez même pas à estimer les besoins? Sommes-nous trop optimistes pour l'Afrique? C'est le titre de cette vidéo avec Serge-Éric Meignier, à retrouver sur la chaîne YouTube de RFI. Junior Mbouyi, vous êtes d'accord avec ce constat? On manque d'informations, on manque de data. Ça paraît pas si compliqué de calculer le nombre de personnes dans un pays et d'avoir des données plus fiables. Non, mais tout à fait, effectivement, c'est une problématique qui est... Avec l'intelligence artificielle et tout le reste. C'est une problématique qui est majeure aujourd'hui sur le continent africain, hein, la collecte de data qui sont indispensables justement pour pouvoir émettre les statistiques. Moi qui interviens généralement dans les banques, hein, notamment, pour justement évaluer le risque, comme le disait la personne qui est passée juste avant, nous avons besoin de collecter des historiques de données et pouvoir calibrer et mettre en place des modèles qui vont permettre de pouvoir évaluer le risque comme il le faut. Et aujourd'hui, quand on regarde la manière dont le risque est évalué en Afrique, il n'est pas adapté en fait aux standards africains. Et c'est pour ça qu'il est important que dans l'appréciation en fait du risque, ces standards africains soient pris en compte. Mais pour cela, il faut qu'on développe des laboratoires de données, qu'on stocke des données. Et puis, on parle de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui va aider énormément le continent à pouvoir collecter ces informations et mettre en place des mesures. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, les banques congolaises rencontrent des difficultés pour effectuer certaines de leurs transactions à l'international, pour les raisons dont on a parlé. Quelles solutions, selon vous, existent? Qu'est-ce que vous recommandez à vos clients, si tant est que... voilà, ils vous posent cette question. Comment vous les orientez? Pour répondre à cette question, il y a la problématique du GAFI. Hein, donc, sans sortir de cette liste, ça paraît difficile. Donc, je pense que le préambule à tout ça, c'est concentrer les efforts dans la sortie du GAFI, et à partir de là, il y aura un investissement des coûts de transaction qui sont nécessaires en fait aux banques. Aujourd'hui, la RDC navigue encore tant bien que mal sur les transactions, mais je pense qu'à terme, ça sera problématique, et surtout si la RDC, et notamment l'Afrique, veut accéder au marché des capitaux mondiaux, au marché boursier, il sera indispensable de résoudre cette problématique de liste grise. Et avant même d'aller jusqu'au marché des capitaux à l'international, il y a aussi le développement au niveau du tissu économique local et des PME. Pourquoi, selon vous, il y a si peu de transformation des dépôts bancaires en crédit, hein, les dépôts fonds de crédit, particulièrement pour les PME, et comment on peut corriger cela? Alors, tout d'abord, il y a deux volets pour répondre à votre question, Aurélie. C'est que il faut éduquer les gens.
C'est-à-dire qu'on a beaucoup de start-up en fait en Afrique et notamment en RDC qui, si vous voulez, viennent solliciter des dossiers de prêt ou de crédit, mais s'ils ne sont pas structurés, s'ils ne présentent pas les informations telles qu'il le faut, ça va être une fin de non-recevoir par les établissements. Secondo, il y a effectivement la connaissance des clients, la connaissance des secteurs d'activité. Donc les banques africaines et notamment en RDC doivent développer ce qu'on appelle une expertise sectorielle, avec une connaissance des clients, une connaissance des secteurs d'activité et collecter le maximum de data à la fois historique et présente pour mettre en place en fait des modèles qui vont aller dans l'octroi et dans la favorisation en fait de l'octroi de crédit. Est-ce que vous pensez, Junior Mbouyi, qu'une banque nationale congolaise, par exemple, dédiée spécifiquement à la diaspora, on parlait des flux financiers entre les continents, c'est ce qui a été annoncé il y a quelques jours au Sénégal, est-ce que ça pourrait aider la RDC à mieux capter des flux financiers de ces expatriés? Alors, il faut savoir que la diaspora congolaise aujourd'hui, c'est 16 millions de personnes réparties dans le monde. Et sur les derniers chiffres, en fait, c'est environ 3 milliards de dollars, des flux de la diaspora envoyés vers la RDC. Et donc ces flux ne sont pas captés en fait par les établissements bancaires puisque la diaspora utilise différents moyens de transfert de fonds pour atteindre le continent. Et l'intérêt en fait de mettre en place une banque nationale congolaise permettrait effectivement de capter ces capitaux, ces flux qui pourraient permettre de favoriser des investissements sur les infrastructures par exemple, ou même accompagner l'épargne. Mais aujourd'hui, la non-présence de ce type d'établissement est un vrai problème, est un frein. Et d'ailleurs, c'est lié aussi à ce qu'on avait dit tout à l'heure concernant la problématique du GAFI. Tant qu'on n'a pas résolu cette problématique-là, il est difficile en fait, même si nous avions une banque nationale congolaise, de pouvoir en fait envoyer des flux de l'étranger vers la RDC. Toute petite parenthèse très rapide sur le Sénégal, puisqu'on en parle, comment vous voyez ces premiers pas au pouvoir? Maintenant, ça fait quelques mois du nouveau pouvoir sénégalais, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Voilà, avec une évolution politique assez forte, une dissolution de l'Assemblée nationale, par exemple, il y a quelques jours. On voit quelque part, effectivement, dans la nouvelle politique sénégalaise, qu'il y a une volonté de rupture avec ce qui s'est passé auparavant. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore un peu trop tôt pour juger les pas et les évolutions de ce qu'il veut mettre en œuvre. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut laisser le temps. Aujourd'hui, on a une nouvelle jeunesse en fait africaine. On a des présidents qui sont jeunes, qui veulent souffler le changement et qui veulent aussi surtout une redéfinition des relations à la fois diplomatiques, économiques et sociales avec l'Europe, avec la France et être des vrais partenaires pour le futur. Est-ce qui s'est passé au Sénégal pourrait se passer un jour en RDC? Aujourd'hui, rien n'est à exclure. Donc je pense que il y a une volonté aujourd'hui dans toute l'Afrique, puisque cette jeunesse africaine aujourd'hui qui s'éveille quelque part, s'identifie aussi un peu de plus en plus à ces grands leaders panafricanistes tels que Cheikh Anta Diop, Patrice Lumumba même en RDC. Et l'idée c'est vraiment il prône vraiment une redéfinition des relations avec une considération de partenariats qui soient des partenariats économiques gagnant-gagnant avec l'Europe. Allez, on quitte un peu la finance pour parler à présent des actions que peut mener justement la diaspora congolaise dans votre pays. On pense à Dadju, le rappeur qui a créé sa fondation. Il aide les jeunes filles victimes de viols au Congo et qui parfois tombent enceintes. Il participe à un programme de suivi. Il y a son frère Gims aussi. Alors lui, il a décliné l'offre de la fondation de Bill et de Melinda Gates pour les enfants congolais. On va regarder quelques images du concert qu'il a donné l'an dernier à Kinshasa devant des milliers de Congolais. Junior Mbouyi, vous avez vous-même lancé votre fondation qui construit des puits d'eau en RDC et soutient aussi l'éducation.
auprès des orphelinats de jeunes filles. C'est important quand on est de la diaspora et que l'on a réussi quelque part en Europe de redistribuer, d'aider son pays à travers le milieu associatif, les fondations. Alors oui, effectivement, moi je considère que ce sont des actions philanthropiques que je mène, à petite échelle bien entendu, et notamment, comme vous l'avez signalé, sur la construction de puits d'eau, qui aujourd'hui, l'eau est un besoin qui est vraiment vital, qui permet de lutter aussi contre la prolifération de certaines maladies. Et dans les zones où moi je suis intervenu, où on a des villages entiers qui n'ont pas accès à l'eau potable, et je trouve qu'il est intéressant de pouvoir, à mon niveau, apporter aussi ma contribution à mon pays d'origine. Junior Mbouyi, il y a un autre secteur que vous suivez de près, c'est le football. Les Léopards de RDC se sont très bien débrouillés lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire avec une place de demi-finaliste. Vous vous intéressez aussi aux agents de joueurs de football et pas que de football et surtout à leur formation. Vous avez créé une société qui s'appelle 11 Management Sports ou 11 Management Sports. Pourquoi vous êtes lancé? Alors tout d'abord, je me suis lancé dans cette activité parce que je suis un fan de football, déjà dans un premier temps. Et puis sur les constats que j'ai pu voir, notamment en Afrique, où on a beaucoup de talent, on a une jeunesse africaine qui est dynamique. Et cette jeunesse, malheureusement, parfois sont victimes en fait d'agents peu scrupuleux qui leur promettent un petit peu monts et merveilles, les emmènent tant bien que mal en Europe avec des promesses mirobolantes. Et arrivé sur place, ils constatent souvent malheureusement que c'est pas ce qui était attendu parce qu'ils ont été victimes de mauvais agents. Donc la FIFA a réformé récemment, en octobre 2023, les textes et oblige à ce que toute personne qui souhaite effectivement effectuer des transactions de joueurs et obtiennent un diplôme, une licence en fait de la FIFA. Donc suite à ça, j'ai décidé d'accompagner en Afrique cette initiative en créant effectivement une société qui s'est dédiée à la formation d'agents de joueurs. Et à ce moment-là, quand on aura des jeunes qui voudront quitter le continent avec des agents, pour les familles, ce sera très facilement vérifiable en allant directement sur le site de la FIFA, en tapant le nom de l'agent pour voir si l'agent est bien répertorié et qu'il dispose du bon bagage à la fois économique, intellectuel pour accompagner justement cette jeunesse, ces sportifs en devenir. Vous voyez du coup d'un œil nécessairement positif tout ce qui se passe en ce moment au niveau de la professionnalisation du sport en Afrique avec le développement de financements spécifiques, le pari sportif, le boom tout autour de la balle par exemple, c'est basketball, un autre sport mais j'imagine que vous suivez également. Vous voyez ça comment? Après, comme je le disais, l'Afrique, il y a tout à faire. L'Afrique, il y a vraiment une énergie qui est là. Et aujourd'hui, il est tout à fait normal en fait que le continent se développe et acquiert toutes ces infrastructures à la fois sportives, qu'il y ait des investissements qui soient réalisés dans le sport. L'Afrique, c'est 2 milliards d'individus dans 25 ans, une grande jeunesse. Et donc, il faut qu'il y ait un accompagnement, il faut que les choses effectivement évoluent dans ce sens. Et pour moi, il est tout à fait logique qu'on assiste à ce changement de prisme. Le sport et la musique, Junior Mbouyi. On se quitte en chanson avec le nouveau roi de la rumba congolaise, Fally Ipupa. Encore une fois je me livre, mais t'as choisi de me laisser. Une page se tourne dans mon livre, et mi amour m'a blessé. Je t'aimais à mourir, mais j'ai fini mal aimé. Sans toi j'ai du mal à vivre. Dis-moi qui a eu tort, qui s'endort plein de remords. Nana linga yo mingi, je t'aime jusqu'à la mort. Oh, oh, oh. Zongelanga, mon bébé. À mort, Fally Ipupa sur RFI. Junior Mbouyi, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est pas tout à fait votre génération, un peu plus jeune, mais vous ressentez quelque chose? Tout à fait. Ouais. D'abord, c'est une fierté, parce qu'il faut voir que Fally Ipupa, cet artiste, est un artiste originaire du Congo. Et on connaît le Congo dans le monde à travers ses mines, ses richesses du sous-sol, mais il y a aussi de la culture. On a des talents, on a des musiciens, et je pense que le fait qu'on ait un artiste comme Fally qui véhicule l'image de la RDC à travers le monde est vraiment une bonne chose pour le pays, pour se faire connaître. Merci à vous,
Junior Mbouyi. Merci Bruno Faure. Merci Aurélie Bida. Merci d'être passé par nos studios. Grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Je cite à nouveau votre ouvrage « Une superpuissance africaine en devenir quand la RDC s'éveillera ». Un ouvrage paru aux éditions de l'Aube. Cet entretien à retrouver sur nos chaînes YouTube respectives de RFI et de Jeune Afrique et à l'écrit dans les colonnes sur jeuneafrique.com. Merci Aurélie. Merci Bruno.